Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 17 novembre, on est ensemble pendant 2 heures. L'émission Média pour commencer, les débats ensuite. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Caroline Nogueras. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes réalisatrice et dimanche soir, on va pouvoir découvrir dans Enquête exclusive une enquête choc, une enquête coup de poing, une enquête vertigineuse sur les violences sexuelles dans le football. C'est glaçant. Franchement, ce que vous avez montré est absolument glaçant. C'est-à-dire que tous ces, on va y revenir évidemment plus longuement, tous ces bénévoles qui sont dans le foot amateur, entre autres, tous ces recruteurs, non, aucune. Il n'y a pas de contrôle en fait. N'importe qui, des pédophiles, des gens condamnés, peuvent aujourd'hui être auprès de jeunes enfants, de jeunes garçons, de jeunes filles, principalement des garçons beaucoup dans le foot. Et c'est absolument vertigineux. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde sait et personne ne dit rien. On ne sait pas si est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est du pas de vague, est-ce que c'est on veut pas voir, votre sentiment, un peu des trois, un peu de tout ça. Oui, un peu des trois. On va en parler peut-être un peu plus longuement, ouais. Mais mon sentiment surtout, c'est que les clubs amateurs ne vivraient pas si on vérifiait tout le monde. Oui, en France. À ce point-là, ça veut dire que c'est un phénomène à ce point-là, la pédophilie dans les clubs amateurs. La pédophilie, en fait, il faut savoir que partout où il y a des enfants, malheureusement, il y a un pédophile qui traîne. Donc, les clubs ne sont pas en reste. Les clubs de foot, les clubs en général. Est-ce qu'on sait le pourcentage de ce que ça représente, la présence dans les clubs ? Alors, j'ai pas le pourcentage dans les clubs de foot. En revanche, on est parti d'un constat avec mon co-réalisateur Fabien Toiti, c'est qu'il y a un enfant sur 7 qui serait victime de violences et particulièrement sexuelles dans le milieu du sport avant ses 18 ans. Et c'est d'ailleurs de ce chiffre que l'on est parti pour cette grande enquête qui au début était sur tout sport confondu et puis finalement on a réanglé sur le foot parce qu'on a découvert des choses au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Au-delà de ce que vous imaginiez, mais il y a effectivement un exemple sur un entraîneur de roller, un coach de roller. Oui. Enfin, c'est effectivement, je pense qu'il faut que tous les parents qui nous écoutent soient extrêmement vigilants. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez, partout où il y a des enfants, il y a un pédophile qui rôde et on voit les techniques de ces prédateurs. On va y revenir. Oui, et puis surtout les ados qui veulent pas que leur carrière soit brisée. Absolument. Il y a le souci, c'est qu'ils n'en parlent pas à leurs parents de peur qu'ils lui disent tu n'iras plus au foot. Et eux, leur foot, c'est à la fois une porte sociale et on va y revenir parce qu'il y a aussi tout le chantage de ces sélectionneurs de tu vas faire carrière, des gens qui ont été très proches de Griezmann par exemple, cet homme. Enfin, c'est glaçant. Franchement, moi j'ai été happé par votre enquête à découvrir dimanche soir sur M6 dans Zone Interdite. Et on voit ce qu'on vous voit à l'antenne et vous avez à des moments les yeux écarquillés parce que vous entendez. On va en reparler, c'est passionnant. Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et Valérie, vous avez vu ce scoop médiatique de fin de semaine ? L'interview de Brigitte Macron dans Paris Match. Oui. Alors ça a beaucoup fait parler, parler d'elle. C'est partagé chez Cyril Hanouna et Pascal Praud, on adore, c'est formidable, c'est un coup de génie. Bon, c'est un peu le même groupe, donc ils n'allaient pas critiquer un journal du groupe Bolloré. Et alors, en revanche, pour Quotidien sur TF1, qui sont légèrement plus à gauche que Pascal Praud, c'est se moquer un peu des confidences légères dans le journal. On commence par Pascal Praud et après Quotidien. Ce matin, dans Paris Match, Catherine a réussi à avoir des informations que personne n'avait eues de Brigitte Macron. Des informations exclusives qui nous permettraient de mieux comprendre le couple présidentiel. Extrait. Quelquefois, je fais la cuisine. Il y a des recettes faciles sur Marmiton. Emmanuel adore les œufs à la coque. 2 fois par semaine, il fait 45 minutes d'entraînement, d'échauffement, de la boxe pour le gainage. Et oui, Emmanuel Macron est parfait. Comme toi, son épouse répond aussi à la question que tout le monde se pose et que Paris Match n'hésite pas à poser. Emmanuel Macron est-il un surhomme ? Un surhomme ? Depuis 27 ans que je le connais, il n'y a pas un jour où il ne m'est pas étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, auditive, une telle capacité de stockage intellectuel. J'ai eu beaucoup d'élèves brillants, aucun n'avait ces capacités. Vous êtes un Sauf peu que comme, c'est très malhonnête parce que moi j'ai lu l'interview. Je savais que vous alliez râler. C'est pas ça, c'est que j'ai lu l'interview. J'ai été moi aussi quand j'ai entendu les différentes, même CNews et autres parler de l'œuf à la coque. Il y a 6 pages d'interview. Il y a effectivement un moment où elle dit œuf à la coque, mais réduire l'interview formidable, vraiment de Catherine Ney, qui est une portraitiste incroyable. Je trouve ça assez malhonnête.
Non. Cela est dit. Non. J'ai pas lu l'interview. Bah oui, il faut la lire avant de critiquer. Mais je sais pas, c'est un zapping. Non, mais je trouve ça malhonnête parce que effectivement tout le monde a dit l'œuf à la coque, machin, ils prennent le petit déjeuner, ils dînent tard, sauf qu'il y a 6 pages d'interview dans lesquelles il y a des choses qui sont très intéressantes sur Brigitte Macron, et sans être une macronolâtre, je sais pas comment on dit. On continue. Je suis que le lampiste, hein, vous savez, moi je mets la lumière. Non, mais je réagis. Allons-y. Hier, dans le 20h de TF1, c'était la visite médicale tous les 2 mois de Florent Pagny. On a eu le droit à son bilan de santé au 20h de TF1. Alors tout va bien. Ça y est, il est en forme. Il est revenu chevelu, heureux. Et du coup, comme il est très heureux, il va pouvoir quitter la France. Mais moi, je vais très bien. Et je vais même très bien aujourd'hui parce que j'ai fait tous mes examens aujourd'hui, après mon dernier traitement et puis une série de rayons. J'ai même fini mes rayons cet après-midi et tout s'est très bien passé et les résultats sont top. Alors, pour la 3e fois, elle disparaît. Mais bon, ça fait quand même 3 fois qu'elle apparaît, donc tu te dis, attention, il faut pas trop crier victoire. Maintenant, on rentre dans le contrôle. Je vais pouvoir retourner vivre un peu normalement et comme j'aime. Donc c'est vrai que je vais repartir dans mes contrées lointaines. Et puis comme j'ai quand même beaucoup occupé le terrain entre ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé, je vais foutre la paix un peu à tout le monde. Je vais aller me ressourcer et aller chercher de l'inspiration pour pouvoir redevenir créatif. Et vous, ça va bien? Ça va? Vous êtes vraiment de mauvaise foi ce matin. Non, c'est vrai. Je suis très sarcastique ce matin, vous allez voir. Absolument. Et puis, il y a eu la marche contre... Non, mais c'est vendredi, un peu de détente. La marche contre l'antisémitisme, ça a beaucoup savonné dans les médias cette semaine. Ça n'a pas échappé à Bertrand Charmeroy dans C'est à vous. Très drôle. Vous l'avez vu. Dans un moment de détente, donc en commençant par Alexis Corbière. La légende raconte que les lapsus sont l'expression de l'inconscient, et bien celui du jour ravirait Freud. Il est beau celui-là. Moi je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le Pen, oh là quelle horreur. Jean-Luc Mélenchon, vous allez dire? Non, allez, j'en arrête. Certains de mes amis, mais arrêtez, là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans... vous allez dire quoi alors? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas le seul à riper sur le nom de Mélenchon en ce moment. Je suis ravi que Jean-Marie Le Pen, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, vous voyez, que Monsieur Mélenchon. Et puis bon, il y a d'autres lapsus là depuis des jours. Je pensais que nous allions vers le plein chômage, Pascal Perret. Le plein emploi. Des humoristes sur France Inter qui parlent de Netanyahou comme un zizi, comme un nazi. Je suis désolé de ce lapsus. Avec vous, on va parler des violences sexuelles dans le foot, un documentaire coup de poing, comme disait Valérie. Hier, sur le compte de Gabriel Attal, il a publié une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, de l'équipe de France qui s'engage sur le harcèlement scolaire, avec en tête le capitaine de William Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, vous savez, qui est un capitaine de... Oui, mais vous avez dit le capitaine de William Mbappé. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit avec en tête le capitaine, en tête de l'équipe de France. Kylian Mbappé, venez pas me chercher le vendredi. Et donc vous n'avez pas entendu, c'est très bien joué, vous allez voir, il parle avec conviction aux enfants. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis. Tu discutes avec eux, tu rigoles. Bon, tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. Et pour passer tes interros. En tout cas, tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. C'est clair, tu ne vas pas à l'école, on se moque de toi. Si tu es victime d'harcèlement, n'aie pas honte, ne garde pas ça pour toi. On pourrait peut-être les faire participer, non? Pour lutter contre les violences. Ça vous fait marrer Non, mais... Ce qui vous fait marrer, c'est le ton? Non, pas du tout. Ça me fait marrer parce que je sais bien que jamais il dirait un mot par rapport aux violences sexuelles dans le sport. Vous pensez? Vous avez tenté de solliciter des joueurs très connus? On a tenté d'en approcher, oui. Ouais. Et... Non, mais en même temps, je comprends. Je veux dire, ils ont une carrière. Voilà, nous, on arrive un petit peu, on met les pieds dans le plat, donc je peux comprendre en effet qu'ils n'aient pas envie de témoigner dans ce type de documentaire. Non, moi je pense qu'ils pourraient avoir envie de dire pour les plus jeunes, bah voilà, moi j'ai été victime, faites attention, c'est pas comme ça que vous réussirez en acceptant, mais... J'ai bon espoir que certains parlent après leur carrière. Peut-être. On parlera de Griezmann après, qui est quand même présent dans ce documentaire. Et puis, évidemment, Valérie... Je m'attends au pire.
Mais non, c'est dans l'actu. Il y a Brigitte Macron et il y a Johnny, vous savez. Ah oui. Ah bah oui, qui chante C'est un cri. Enfin, le cri. Vous avez plutôt le cri de Laetitia. Donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin. On écoute le cri de Johnny Hallyday. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse, les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Alors on a retrouvé ce titre, ça c'est un miracle, pile avant les fêtes de Noël. Ouais. C'est miraculeux, puisqu'on aurait pu le retrouver en plein milieu de mars, mais non, on le retrouve en novembre. Vous êtes sarcastique ce matin, c'est incroyable, pile pour les fêtes. Et elle jure qu'il n'y a plus d'autres titres, que ce sont que des inédits. Jusqu'au prochain contrôle fiscal, bien évidemment. Qu'on trouvera peut-être quelque part dans un tiroir, sous une table. Allez, on se retrouve dans un instant pour un sujet très grave, beaucoup plus sérieux. Véritable bombe que vous dévoilez dans Enquête exclusive, foot et violences sexuelles. Ce sera dimanche soir à 23h10 sur M6. À tout de suite, Caroline Nogueras avec vous. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Que ce soit au téléphone ou à la radio, on est toujours content de vous écouter. Merci. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Caroline Nogueras. Vous êtes réalisatrice, vous avez réalisé cette enquête qu'on pourra voir dimanche soir sur M6 à 23h10. Foot et violences sexuelles, une bombe à retardement. J'avoue que moi, ça m'a laissé sans voix ce document. C'est-à-dire on plonge dans vous le dites, dans les failles béantes dans le système de contrôle des licences des éducateurs sportifs. Il n'y a pas de fichier à disposition des clubs. On a des gens qui ont été doublement condamnés pour pédophilie, qui ont réussi à retourner dans des clubs, entraîner des jeunes garçons. C'est vertigineux. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Dans le monde du sport, un enfant sur 7 serait victime de violences sexuelles. On peut me faire intégrer un club professionnel. Fallait dire oui et se laisser faire. Les agresseurs sexuels sont au milieu de nos enfants. Entraîneurs ou recruteurs, les prédateurs sont particulièrement présents dans le foot. Pour être recruteur, on ne nous demande rien. Le premier venu dans la rue peut être embauché par un club de foot. Malgré des condamnations, l'omerta permet aux agresseurs d'agir en toute impunité. On a peur d'en parler, pour nous, c'est notre faute. Foot et violences sexuelles, la bombe à retardement, c'est dimanche soir dans Enquête exclusive. Bombe à retardement, mais est-ce que cette bombe va exploser ? Est-ce qu'il va se passer des choses ? Ça fait des années, visiblement, que ça dure, et le système est absolument pas au point. Je ne vais pas raconter la fin, mais quand on voit où sont les pédophiles aujourd'hui, oui, c'est une bombe, ça peut exploser. Enfin, vous espérez que ça peut faire bouger les choses ? De toute façon, quand on est journaliste et réalisateur, on espère toujours que ça va faire bouger les choses. Et d'ailleurs, je remercie le courage d'M6 de nous avoir suivis dans cette aventure, parce que il fallait y aller, il fallait oser y aller. On touche à un monde dans lequel il y a 2,2 millions de licenciés. C'est le sport où il y a le plus de licenciés en France. Voilà, c'est vu par... de manière générale, le foot a quand même des valeurs très positives. En fait, on a utilisé 4 affaires et par ces 4 affaires, on a raconté des failles d'un système. Alors, les choses ont quand même bougé. Je ne veux pas être que négative. À l'époque, Sarah Abitbol brise le silence puisqu'elle raconte qu'elle s'est fait violer par son entraîneur pendant des années. Et on commence, parce que c'est ça se passe au moment de MeToo, on commence à entendre. Voilà, on commence à entendre la parole de ces victimes qui se libèrent. Et puis, dans les sports comme ça où il y a beaucoup de filles, on parle un peu plus. Le foot, c'est un vrai milieu fermé. Et collectif. Et collectif, absolument. Exactement. Et en fait, avec Fabien Toiti, avec qui on a co-réalisé, on se disait bêtement au début, quand on a commencé l'enquête, dans les sports co, a priori, il y aura moins de problématiques.
Eh bien non. Non seulement il n'y a pas moins de problématiques que dans les sports individuels, mais en plus, il y a autant de problématiques dans le foot que dans des sports où il y a plus de licenciés féminines. Et en fait, on s'est confronté à une double omerta, c'est-à-dire qu'il fallait faire parler les gens. Ça a été très compliqué, puisqu'on touche à la fois aux mineurs et à la fois aux garçons. Voilà. Et ils ont du mal à parler. Et des garçons aussi parfois de banlieue où tout ce qui est sexe et autres est aussi à une certaine pudeur. Moi, évidemment, comme Valérie, j'ai trouvé toutes ces histoires fortes et choquantes. Mais vous savez, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les témoignages des patrons de clubs qui découvrent l'affaire, enfin qui pour certains savaient quand même que l'autre... Qui semble découvrir, c'est ça, c'est ma question. Voilà. Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est du pas de vague? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir? Alors, c'est un peu tout, je pense. Il faut savoir que ces présidents de club, ils ont beaucoup de licenciés à gérer. Ouais. Ils ont à la fois les tournois, ils ont les déplacements, ils ont la fête du club, ils ont ci, ils ont ça. Et ils s'en remettent souvent aux autres bénévoles, en fait, qui les aident. Alors, je pense qu'il y a à la fois de la bonne foi et à la fois de la mauvaise foi. Parce que dans le premier cas, il a reçu une lettre du ministère. On parlait d'un président de club. D'un président de club, on lui signale, ce personnage qui est chez lui. Oui. On lui dit qu'il a été condamné, qui n'a pas le droit d'être en contact avec des mineurs. Et il le garde, il le met un peu de côté, puis finalement... Mais il le garde. Il le garde. Alors comment vous l'expliquez ça? Et on voit un peu plus tard une autre personne entendue à la fédération, je crois. Et alors là, lui dit, ça arrive, quoi, c'est une erreur. Vous voulez dire à la commission? Oui, à la commission. Et je trouve qu'ils sont tous très légers, en fait, ces présidents de club. On ne sent pas, on les voit pas pleurer. Ils n'ont pas l'air de prendre la mesure. On les voit pas. Il y en a un qui est un peu... interpellé. Oui, il est plus jeune, je pense. La personne dont vous parlez, dont on ne cite pas le nom, c'est un président de club, en effet. Il est pas loin de la retraite. Bon, aujourd'hui, cette personne, elle est aussi mise en examen pour complicité. Cette personne, je pense que objectivement, elle est larguée, en fait. Elle est larguée. Et elle remet la faute, elle, sur Jeunesse et Sport et la Ligue. Parce qu'en fait, quelque part, ils se tiennent tous un peu. La Ligue fait pas... Parce que dans cette histoire dont vous parlez, c'est une personne qui est multirécidiviste, qui a été condamnée pour pédophilie, qui a déjà fait de la prison à 2 reprises, qui sort de prison, qui a interdiction de travailler avec des mineurs, qui change de région et qui se retrouve à nouveau pendant 10 ou 11 ans à travailler dans un club amateur. Et il est extrêmement bien vu, ce monsieur, parce qu'il apporte les sponsors, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il fait plein de choses pour le club. Voilà. Donc le président, finalement, ça lui va bien, parce qu'il a 450 licenciés à gérer, ce monsieur. Donc si quelqu'un gère à sa place, c'est bien. Et finalement, quand il a l'information assez tard par Jeunesse et Sport que ce monsieur n'a rien à faire dans le club, eh bien ils vont essayer de trouver un système pour le garder sous une autre licence. Et la Ligue, de la Ligue Rhône-Alpes, lui accorde une nouvelle licence, alors que 2 mois plus tôt, elle lui a retiré sa licence. Des chiffres, 260 000 bénévoles, si j'ai bien noté, dans le foot, 170 000... 300 000, pas loin de 300 000. Pas loin de 300 000 et 170 000... encadrants ne sont absolument pas contrôlés. Alors j'ai des témoignages d'auditeurs qui me disent mon compagnon pour sa recherche d'emploi pour accompagner d'handicapés, on lui a proposé la garde d'enfants dans une crèche sans aucun contrôle. C'est un vaste sujet, l'accompagnement, la proximité des enfants. On voit dans l'église aussi où on déplace les curés d'un endroit à un autre, mais là on sort un peu du sujet. Oui, mais c'est cette omerta sur la pédophilie. Et je voulais qu'on parle de ces jeunes qui ont témoigné. Oui. Et qui disent on s'est dit qu'il fallait faire des sacrifices, qu'il fallait se laisser faire. Il y a une vraie nous sortir de notre vie sociale. Il y a une vraie emprise et ils choisissaient bien leur proie. De toute façon, comme toujours, et bien évidemment, un encadrant, il travaille sur l'emprise. Donc il repère ses proies. C'est assez facile. Donc pour souvent lui. Des jeunes de quartiers défavorisés, un peu à l'abandon dans des familles. Il offre des crampons, on le voit dans c'est-à-dire que il l'emmène au stade, il lui fait rencontrer des joueurs qui sont des idoles. Et donc d'un seul coup, il est magique, cet homme-là, pour eux. Il est magique, puis surtout, ça permet aux parents de ne pas voir, puisque c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont souvent
souvent, je vous dis, très bienveillants, très bien vus, qui ont vraiment un double visage. Hein. Ouais. Et les parents se disent, bon, bah, c'est mieux qu'il soit sur un terrain de foot qu'ailleurs à traîner. Et donc, on ferme les yeux, on voit pas. Et puis, alors, vous parlez de ce milieu-là particulièrement, on parle d'une affaire en particulier. Ouais. En effet, il y a encore plus une grosse omerta. On ne parle pas, on ne va pas dire, il m'a agressé. C'est la honte. Et puis, de toute façon, nous, on a aussi eu des témoignages en off. Hein. Vous imaginez le nombre de témoignages de gens qui ont parlé en off, qui n'ont pas voulu parler dans le film, et qui nous ont dit, il y en a même un qui nous a dit, qui avait été victime de Ahmed G dont vous parlez, qui lui nous a dit, j'ai alerté ma mère, mais elle n'a pas voulu m'entendre. Voilà, il faut savoir ça aussi. Il faut dire aux parents, écoutez, vos enfants, le moindre signal doit vous alerter. Puis, alors, on parle de ces jeunes de banlieue, mais pardon Gilles, il y a cet autre responsable bayonnais qui, lui, s'attaquait aux petits blonds. Il repérait les petits blonds et c'était un très proche de Griezmann qui a habité chez lui. Oui. Est-ce qu'Antoine Griezmann, vous l'avez sollicité, j'imagine, il n'a pas voulu témoigner? Alors, Antoine Griezmann, quand on a démarré l'enquête sur son ancien recruteur, chez qui il a habité pendant 2-3 ans, évidemment, on a sollicité l'avocat d'Antoine Griezmann et on lui a dit, voilà, quoi qu'il arrive, on fera un reportage sur cette personne. Ça en est resté là. Il a pris acte. Donc, je pense qu'Antoine Griezmann est évidemment au courant de ce reportage et évidemment que l'on parle de cette personne dans ce reportage et on en est resté là. Voilà. Ouais. Mais globalement, quand on lit entre les lignes, et vous verrez c'est ce qui va sortir dans la presse après votre doc dès lundi, je vous en fiche mon billet, c'est évidemment que vous sous-entendez que Antoine Griezmann, qui joue en équipe de France, a subi des abus sexuels de ce monsieur. Vous le laissez entre les lignes, vous expliquez très clairement et très bien fait, très intelligemment fait, comme l'a dit Valérie, qu'il aimait les petits blonds. À l'image, ces petits blonds, c'est Griezmann qui illustre avec plusieurs photos de lui enfant où il est blondinet. On voit des photos de lui affalé dans le canapé de ce monsieur qui est chez lui. Et vous enchaînez derrière en disant, avec un autre témoin qui dit, j'ai été invité chez lui, il me mettait des pornos. Globalement, vous racontez cette histoire sans jamais le dire. Oui. Alors, c'est vous qui le dites. Ouais. C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. On ne peut pas s'empêcher de le penser. Alors, voilà. La façon dont vous avez construit votre sujet. Et à aucun moment, mais la façon dont vous l'avez construit. À aucun moment, on ne dit qu'Antoine Griezmann, il lui arrivait quoi que ce soit. Oui, mais la façon dont vous l'avez construit, on est d'accord, c'est pas innocent de l'avoir construit comme ça. Vous êtes en salle de montage. C'est vous qui le dites. On est allé voir l'avocat d'Antoine Griezmann qui a pris acte et qui nous a dit que voilà, il s'était rien passé. Non, mais il est au courant. Mais de toute façon, c'est vous qui le dites. La seule chose que l'on dit, nous, c'est que Antoine Griezmann. Je ne dis pas, j'en déduis. Alors, Antoine Griezmann a en effet habité chez ce monsieur. Ça, il s'en est jamais caché. Et en effet, voilà, il était plutôt attiré parce que voilà, ils sont tous attirés par des gamins différents. Là, en l'occurrence, vous parlez beaucoup d'Antoine Griezmann, mais on a quand même recueilli la parole d'un ancien joueur qui lui raconte. Alors, il a eu beaucoup de courage et je le remercie. On a maquillé sa voix et il a refusé de passer à la caméra et je peux le comprendre. Oui, parce mais surtout ce qu'il faut retenir d'un club européen. Oui. Non, pas celui-là. Celui dont vous parlez, lui, il a arrêté complètement sa carrière après ce qui s'est passé. Il a été traumatisé. Et c'est, je pense, ce témoignage-là qu'il faut retenir plutôt que autour d'Antoine Griezmann. Vous l'aurez compris. Ça, je suis pas sûr que la presse retienne pas Griezmann. Cet entraîneur Ahmed G qui est en prison, la question que je me suis posée, c'est comment il a pu exercer aussi longtemps auprès d'autant de jeunes sans être inquiété, parce que c'est là aussi hallucinant. Oui. Parce qu'il n'y a aucun statut juridique pour ces gens-là. Oui, c'est ça. Il faut vous l'entendre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils traînent autour des stades. N'importe qui peut venir en disant je connais le club d'Auxerre, Nantes, etc. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un gamin ? Vous avez des étoiles qui brillent. Et quand cette personne vous dit je peux vous emmener, on va y aller, il faut comprendre qu'on est dans l'innocence d'enfants. Et de parents qui ne savent pas toujours, qui n'imaginent pas quand on dit à la mère faut qu'on parte la veille et qu'on aille à l'hôtel parce que sinon il va être fatigué, il vaut mieux, etc. Oui, ça tombe sous le sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de fichier à la disposition des clubs. Non. C'est ça qui est complètement invraisemblable. Cette personne n'avait aucun statut juridique, dont on parle, qui aujourd'hui a pris 18 ans de prison.
Je ne sais pas si vous imaginez. Pour 18 victimes reconnues, mais il semblerait qu'il y en ait d'autres. Et puis la fin, je ne vais pas la révéler. Non, mais la fin on a un petit climax. Oui, vous avez un petit climax. Regardez jusqu'au bout du documentaire. Et moi, la fin, ça m'a... moi, je suis restée sidérée. On ne le dira pas pour nos auditeurs. La conclusion, c'est que les pédophiles sont partout. Partout. Malheureusement. Partout, même dans des instances parfois chargées de les surveiller. Et après, donnons quand même de l'espoir. de l'espoir et remercions tous les bénévoles qui, à l'inverse, travaillent avec cœur dans les clubs, parce que sinon, c'est une alerte. Je pense. Mais voilà, il faut faire attention. Et la ministre hier a été auditionnée par les députés sur les violences dans le sport. Et elle est interviewée par Bernard de la Villardière à la fin du documentaire. Donc gageons qu'elle prendra des mesures, ou en tout cas qu'il y aura peut-être des choses qui changeront. Et puis pour les parents qui nous écoutent, soyez vigilants à la parole de vos enfants. Et bravo pour votre travail. Merci Caroline Nogueras. C'est dimanche soir à 23h10, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. 23h10, évidemment, le replay d'M6 si vous ne voulez pas veiller aussi tard, mais c'est un document très fort. Bravo à vous. Et on se retrouve dans un instant pour un autre documentaire fort sur les Restos du Cœur. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, un autre documentaire très fort, très puissant à découvrir samedi sur TF1. Face à la crise, le défi des Restos du Cœur. Mathias Favron, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez enquêté, vous êtes allé à la rencontre de tous ces bénévoles des Restos du Cœur. C'est vrai qu'on a entendu depuis quelques mois des cris d'alerte sur le fait que les Restos du Cœur sont en danger aujourd'hui. Manque de dons et puis afflux de gens qui viennent de plus en plus, qui ont recours aux Restos du Cœur. Oui, tout à fait. Je crois que c'est quelque chose dont tout le monde avait plus ou moins conscience. Mais comme beaucoup de choses difficiles, on voulait pas vraiment les voir. Et le coup de gueule du président des Restos du Cœur, Patrice Douré, dans le JT de TF1, d'Anne-Claire Coudray, je crois que ça a été un choc pour beaucoup de monde. Ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde sur ce que la plupart des gens ne voulaient pas voir. C'est-à-dire que oui, la misère, elle est pas seulement à nos portes, elle est chez nous, elle est ici, elle est au quotidien, elle est également dans des gens chez qui on ne la soupçonne pas. Et effectivement, quand le président des Restos du Cœur dit les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte, je crois que ça a choqué énormément de monde et ça a permis aussi de porter l'attention sur une réalité qui est vraiment très douloureuse. Alors qu'est-ce qu'on va voir samedi ? Qu'est-ce que raconte ce documentaire ? Ça raconte un petit peu ça. En fait, on a fait le tour d'un certain nombre de centres des Restos du Cœur pour montrer à la fois les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est-à-dire la difficulté que décrivait encore une fois le président et que tous les journaux ont repris, c'est-à-dire une augmentation assez importante du nombre de bénéficiaires, puisqu'il y a plus 20% de bénéficiaires, plus... je reprends mes chiffres parce que je ne voulais pas me tromper, mais on est pas plus 30 millions de repas distribués cette année. Enfin, c'est absolument hallucinant. Ouais. Et évidemment, avec des ressources qui, elles, n'augmentent pas, c'est-à-dire les restos, comme tout le monde, ils souffrent de l'inflation. Donc, il est de plus en plus difficile pour les restos d'approvisionner les centres. Alors, j'ai pas compris ça, l'histoire de l'inflation, parce que c'est censé être des dons, les farines, c'est censé être les surplus des magasins, c'était ça, les Coluche. Pas que. Ils achètent beaucoup. Bien sûr, ils sont obligés d'acheter beaucoup. Les dons, heureusement, les dons européens continuent. Il y a des dons dans les magasins. Les dons, quand on achète le CD, c'est aussi quand on achète. Oui, bien sûr. Sur l'émission de TF1, sur l'émission de TF1, on voit bien, c'est 10 repas, donc c'est. Bien sûr, ça sert à acheter de la nourriture. Donc il y a une grosse partie des ressources des Restos du Cœur qui sont destinées à acheter des équivalents repas. Et donc forcément. Faut pas être un grand mathématicien pour comprendre que plus de bénéficiaires et moins de ressources, à un moment, ça coince. Donc on va voir ça dans le documentaire. On est notamment allé à Nice. Il y a des partenariats qui sont mis en place. Bien sûr. Et c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui est fou et qui est très intéressant. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais des documentaires sur les Restos du Cœur et je n'avais jamais vu ce que j'ai vu à Nice cette année. C'est-à-dire, pour la première fois, on arrive juste avant la distribution et
les frigos sont vides. Ouais. Il y a quasiment rien à part des boîtes. Les Restos du Cœur se débrouillent toujours, malgré tout, pour pouvoir offrir des repas équilibrés. Au pire, c'est qu'avec des boîtes de légumes, des boîtes de protéines, voilà. Mais en général, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des produits frais. Là, rien, des frigos vides, pas d'œufs, pas de pain. C'était très, très, très impressionnant. Et alors, ils se débrouillent. Les bénéficiaires vont quand même avoir à manger, mais encore une fois, des boîtes. Ouais. Donc c'était beaucoup très impressionnant. Donc frais, cette crise, on la sent, vraiment, on la sent. Mais également, comme vous disiez Valérie, on sent aussi l'énergie de tous les bénévoles. Comme ils avaient pas, voilà, ils manquent de moyens. Et ben ils ont noué des partenariats, ils se bougent et on a filmé effectivement un partenariat qu'ils ont mis en place. C'est le premier qui existe cette nature avec l'aéroport de Nice. Ouais, il y a aussi dans le Gers ces nouveaux locaux où là aussi les bénévoles font preuve d'un dynamisme incroyable avec c'est un bâtiment vétuste et là ils ont décidé de prendre les choses en main et de changer de local. Oui, c'est vraiment une belle histoire parce que effectivement, et encore une fois, on ne le répétera jamais assez à quel point les bénévoles sont investis dans cette mission parce que en gros, les locaux des Restos du Cœur, c'est souvent des locaux qui leur sont prêtés par des municipalités. Et donc, c'est pas souvent des locaux très spacieux, très, très, très modernes, forcément. Donc, parfois même, c'est très, très vétus. Et là, on était dans des locaux là, très vétus. Vraiment, pas du tout. À ce point-là. Mais oui, c'est-à-dire ouvert aux 4 vents, les portes trop petites, des marches pour y accéder. C'est-à-dire que quand on a mobilité réduite ou quand on a des poussettes, parce qu'il faut savoir que les Restos du Cœur accueillent énormément de mamans. Exactement. C'était vraiment pas adapté. Il faisait très froid l'hiver, très chaud l'été. Et ça pèse sur le moral à la fois des bénévoles, mais également des bénéficiaires. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est pas grave, après tout, l'essentiel c'est de repartir avec de quoi manger. Mais non, l'essentiel c'est de faire de ce moment de distribution, c'est ce qu'il nous explique très bien dans le documentaire, c'est de faire de ce moment de distribution un moment agréable. Oui, c'est ça, c'est que ce soit accueillant pour eux. Juste une question d'auditeur, est-ce qu'il y a des contrôles à ceux à qui on donne les aliments ? Bien sûr. Les Restos du Cœur sont obligés de contrôler à qui ils donnent les aliments. C'est-à-dire que pour venir au Resto du Cœur, il faut s'inscrire. Et quand on s'inscrit, les revenus, les Restos du Cœur demandent le niveau de ressources. Si vous et moi, on va au Resto du Cœur, évidemment, on ne pourra pas prendre quoi que ce soit. En revanche, les Restos du Cœur, si un jour quelqu'un vient et dit « j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose », ils vont toujours pouvoir donner un petit paquet d'urgence, on va dire. Je peux mentir. Une fois. Mais après, c'est vous et votre conscience. Les restos ne sont pas policiers. Enfin, je ne vais pas parler à leur place. Mais on va dire que 99,99% des gens qui viennent au resto, même au quotidien, c'est des gens qui se sont inscrits, dont les ressources ont été vérifiées. C'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur, d'aller demander. Je comprends, c'est un débat régulier. Encore une fois, ça fait 15 ans que je fais ces sujets-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui venait au Resto du Cœur en souriant ou en souriant. Oui, parce qu'il rend ça agréable. Je veux dire, mais de gaieté de cœur. Vous dites qu'il y a 20% d'augmentation de demandes. Quel est le profil et qui sont ces 20% à la différence d'il y a 30 ans? Quel est le profil de ces gens que vous avez rencontrés sur le terrain? Qui vient au Resto du Cœur? Alors, encore une fois, moi je ne peux parler que de ce que je constate et en discutant avec tous les bénévoles. Les femmes seules et les mères de famille isolées sont très représentées. C'est vraiment une grosse proportion qui vient au Resto du Cœur. Il y a également beaucoup de retraités. Enfin, tous ceux qui sont directement... Il y a beaucoup de retraités. Il y a beaucoup de retraités et de plus en plus de jeunes. Ce qu'on ne voyait pas avant, et notamment des étudiants. Alors on pourrait dire, ils pourraient travailler, faire un petit boulot et tout, mais il y en a qui le font quand même. Mais c'est pas si simple voilà. Aujourd'hui, la vie étudiante est très chère quand on est en rupture familiale ou même tout le monde ne peut pas être boursier parce que pour être boursier, les conditions sont très difficiles. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de revenus suffisants et qui peuvent parfois travailler à côté, mais pas assez pour vivre, et qui vont au Resto du Cœur. Pour vous, c'est un indicateur de notre société qui va mal ? Évidemment. C'est pour ça qu'encore une fois, le coup de gueule du président des Restos du Cœur, c'est un coup de gueule finalement contre notre société d'une certaine manière. Réveillez-vous, il se passe quelque chose d'important, mais également ce qu'on peut voir dans le documentaire,
ce qu'on dit, c'est bougez-vous. Oui. C'est possible, en Oui. fait. Oui. Si chacun se bouge, on voit avec l'exemple de l'aéroport qui a un partenariat avec les Restos du Cœur, on pourrait se dire, les gens qui prennent l'avion, c'est pas leur priorité de donner au Resto du Cœur. Et pourtant, oui, c'est ça, c'est qu'il faut. Fonctionne. Ouais. En fait, il faut pas avoir d'œillères. C'est ça que ça raconte, ce documentaire. Le centre. À Valence aussi. À Valence, c'est formidable. Des histoires formidables avec des ateliers confiture pour justement aider à l'insertion. Il y a autre. Enfin, c'est beaucoup plus vaste. C'est ce que moi j'ai trouvé bien dans le documentaire, c'est que c'est plus vaste que d'imaginer. Voilà, un centre, on donne à manger, etc. C'est vraiment les coulisses, la motivation des bénévoles qui sont extraordinaires, et puis cette énergie qu'il y a et cette envie de faire bouger les choses aussi autrement qu'en assistant avec cette image qu'on a parfois d'assistanat. Il y a plus que ça. Bien sûr, c'est ce que disent tout le temps les Restos du Cœur. Donner à manger, c'est la base, mais c'est un coup de pouce. Ça doit être ponctuel, parce que le but, c'est de s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut reprendre confiance, en fait. Donc, et c'est pour ça que dans ce documentaire, on voit que tout est lié. La confiance, ça vient aussi dans le fait d'aller dans un centre qui est accueillant, qui est beau. Ça compte aussi, et pas un centre vétuste avec des parpaings, des fils qui pendent. Voilà. Donc, on se sent respecté quand on va prendre un repas, un équivalent repas au Resto du Cœur, mais quand on est dans un beau centre. Donc ça participe de ça. Et également dans l'initiative que vous souleviez à Valence, où donc, moi j'étais assez halluciné pour te dire, j'arrive là-dedans, je vois tout le monde en Charlotte et tout. Et en fait, ils fabriquent des confitures. Et donc, évidemment, ils ne veulent pas devenir professionnels de la confiture. Hein. Ils veulent juste réapprendre à avoir confiance en eux. Oui, je peux arriver à faire quelque chose de bien. Faire de la confiture, les fruits pesés, découpés, mélangés, chauffés, apertisés, c'est quelque chose de bien. Donc ils reprennent confiance, et la méthode Resto, c'est ils ont le temps. Dans d'autres structures de formation, il y a pas forcément ça coûte cher. Donc voilà, il y a des objectifs à atteindre au bout d'un certain moment. Les bénévoles se renouvellent, parce qu'on voit souvent, quand on voit les demandes dans les banques alimentaires, etc., des personnes retraitées, personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Alors, on en voit dans le documentaire des plus jeunes. Exactement. Moi, encore une fois, ce que je constate depuis les plus de 15 ans que je fais ces documentaires-là, il y a un rajeunissement des bénévoles. C'est ce que je constate. Il y a toujours effectivement énormément de retraités, parce qu'il faut avoir le temps. Sûr. Mais il y a de plus en plus de jeunes, et c'est bon signe d'ailleurs dans le documentaire, on voit celle qui est sans doute la plus jeune bénévole de France, des Restos du Cœur. C'est à découvrir donc samedi évidemment, dans cette formidable case du 13h40 sur TF1, face à la crise, le défi des Restos du Cœur. Retenez effectivement les difficultés aujourd'hui des restos. Les gens donnent moins dans les récoltes. C'est pas le sentiment que j'ai eu. Les gens sont toujours très généreux, mais oui, forcément, ça aura forcément un impact sur le long terme. Forcément. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas à donner, à aller sur le site. Puis il y aura bien sûr le concert sur TF1 des Enfoirés, qui rapporte quand même pas mal aussi pour les Restos du Cœur. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.